Donc, bonjour tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode de Vers l'avenir, balado animé par le Comité national des jeunes du syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec. Je suis avec mon collègue Alexandre. Bonjour Maxime. Et aujourd'hui, on reçoit pour la seconde fois sur le balado Pierre-Alexandre Caron. Bonjour. Qui est conseiller à la recherche au SFPQ, économiste. Ça nous fait extrêmement plaisir que tu sois là avec nous aujourd'hui. Bien, ça me fait encore plus plaisir à moi d'être réinvité. Là. Je suis pas sûr qu'il y a eu beaucoup de monde réinvité sur le balado jusqu'à maintenant. Fait que je vais profiter de ce titre-là honorifique. Absolument. C'est parce que tu es très intéressant. On va t'appeler PA parce qu'on se connaît bien les trois, là. Puis l'économie, c'est un sujet peut-être qui est parfois complexe à comprendre. Il faut utiliser un haut niveau de vulgarisation. Puis justement, c'est pour ça qu'on t'invite, parce que c'est un sujet qui nous intéresse, mais c'est peut-être plus ardu à comprendre. Fait qu'on compte sur toi pour bien nous l'expliquer. Puis aujourd'hui, on voulait parler avec toi de justice fiscale. Qu'est-ce que ça veut dire, la justice fiscale? Bien, peut-être qu'avant d'entrer dans justice fiscale, là, juste pour rassurer tout le monde sur le niveau de complexité du balado d'aujourd'hui, là, on va rester dans des concepts là, qu'on peut facilement comprendre. On va essayer de vulgariser le plus possible. Super. L'économie, c'est pas censé être vraiment compliqué. On a complexifié la chose, les économistes. On a mis des mathématiques là-dedans pour se faire croire que qu'est-ce qu'on fait, c'est exact puis que c'est rigoureux. Mais en réalité, on peut en parler avec des mots puis pour que ça soit compréhensible là, pour tout le monde. Là. Super, ça. Donc, si on parle plus spécifiquement de la justice fiscale, là, qui va être le thème là, central là, aujourd'hui, la justice fiscale, ben c'est quoi? En fin de compte, c'est que tout le monde paie sa juste part en termes d'impôts, en termes de taxes, pour que on soit en mesure de financer nos services publics, qu'on soit en mesure de boucler les budgets des différents gouvernements. Actuellement, est-ce qu'on peut dire qu'on a vraiment une justice fiscale? Pas tellement, dans le sens où on a le minimum pour avoir une justice fiscale, c'est au moins qu'en fonction des lois en vigueur actuelles, que les gens payent leur juste part, entreprises, individus, qu'on paie ce qui est prévu par la loi, alors que c'est pas le cas. On se rend compte qu'il y a beaucoup d'individus qui font ce qu'on appelle de l'évitement fiscal, c'est-à-dire qu'ils vont respecter la loi, ils vont être juste sur la limite, mais quand on regarde l'esprit de la loi dans laquelle les législateurs là, ont voulu la mettre en place, bien, on se rend compte que Colin, il étire pas mal la logique, puis qu'on pourrait clarifier un petit peu la loi, puis il aurait plus le droit de faire ça, puis on pourrait ramener plus de sommes dans les coffres de l'État, tu sais, parce que quand on parle de justice fiscale, ces temps-ci, on peut aussi parler de justice climatique. Fait que quand on a plus d'argent, quand la justice fiscale est là, bien, on a plus d'argent pour autant financer nos services publics, comme je disais, que la transition juste dont on pourrait parler éventuellement. Donc, c'est ça. Puis après ça, ben, quand on parle de justice, c'est certain que la justice, c'est politique. Fait que là, il y a les lois qui sont en vigueur là, mais on a le droit aussi de dire, ben, est-ce qu'ils sont suffisamment justes, ces lois-là? Puis est-ce qu'on pourrait pas justement les améliorer pour qu'il y ait des gens qui en payent davantage, puis d'autres qu'on puisse laisser un petit peu plus tranquille, comme la classe moyenne? Quand tu parles justement de payer, là, tu parles que nous, on finance certains services à travers nos impôts en payant des taxes, mais qui se dédouane de payer ces impôts-là? Bien, c'est souvent des entreprises multinationales, c'est souvent des individus très riches, là, qu'on peut parler même pas du 1%, là, je dirais dans le 0,1% ou le 0,5%. Là, il n'y a pas de chiffre parfait. Ces personnes-là, ils ont accès à des planificateurs financiers, ils vont utiliser toutes sortes de firmes, de stratagèmes. Les multinationales, ça va être via d'autres juridictions qu'on appelle des paradis fiscaux. Souvent, ils vont transférer des profits-là, mais dans ces juridictions-là, les profits sont pas imposés. Donc, ils sont pas imposés au Canada, sont pas imposés dans le paradis fiscal. Fait que ces entreprises-là font de l'argent, font des profits, mais payent pas leur juste part à personne. Tu sais, il faut pas oublier qu'une multinationale, que des individus riches aussi, des propriétaires d'entreprises, ça profite de nos services publics, ça profite de nos infrastructures. Tu sais, sans bonnes écoles, sans routes, sans hôpitaux, sans gouvernement qui garantit une démocratie stable, bref, sans tout ce qui fait qu'on vit dans une démocratie au Québec puis au Canada, ben ces personnes-là seraient pas capables de faire autant d'argent, puis là, ils font plein d'argent puis ils participent pas. Donc, c'est là qu'on dit que la justice fiscale n'est pas toujours respectée. Est-ce qu'on pourrait dire qu'ils ils sont au bon niveau d'imposition, mais que finalement, ce sont eux personnellement ou volontairement qui cherchent à en payer le moins possible?
Je sais, tu sais, le bon niveau d'imposition, c'est là qu'on tombe dans ce qui est politique, ce qui est comme ce qu'il faudrait qu'on détermine. Il y a des gens, puis de la plupart des coalitions là, dont le SFPQ fait partie, on pousse pour peut-être davantage de justice fiscale, aller chercher plus de revenus où est-ce qu'ils sont disponibles. Fait que de ce point de vue-là, non, le niveau est pas le bon. Mais en plus de pas être le bon niveau, ils font tout en leur pouvoir pour ne même pas payer ce qui est à payer actuellement. Mais comment qu'on peut... Voyons, je cherche mes mots, là. Je m'excuse. Le niveau, là, comment qu'on fait pour déterminer qui est dans un niveau... sur le bon niveau? Comment sont séparés, là, justement, là, ces niveaux-là? J'imagine c'est en lien avec l'argent qu'ils ont dans leur compte et ainsi de suite. Là. Ben, dans le fond, c'est pas nécessairement en fonction de l'argent que les gens ont nécessairement, mais on pourrait dire quelque chose qui est juste. On voudrait que les entreprises, mettons, paient autant que les particuliers. Avant, c'était 85% les entreprises qui payaient l'impôt au Canada puis au Québec. Là, on parle des années 70-80, puis 15% étaient payés par les particuliers. Maintenant, ça s'est totalement renversé. On est rendu à 85% payés par les particuliers, 15% par les entreprises. Mettons là, qu'on parle puis qu'on disait ben, on pourrait ramener ça à 50-50, tu sais, ça serait peut-être un bon gauge qu'on a. Après ça, on le sait aussi qu'il y a différentes mesures qu'on pourrait mettre en place, comme plus de paliers d'imposition, dans le sens où on a une imposition progressive au Québec puis au Canada. Plus tu fais de l'argent, plus chaque nouveau dollar que tu vas aller que tu vas gagner va être imposé. Mais si on ajoutait davantage de paliers puis qu'on allait chercher un petit peu plus à toutes les étapes, mais sans pénaliser les gens qui font moins d'argent puis les gens qui font le salaire moyen, on pourrait rajouter des milliards là, dans les coffres de l'État. Là. Puis c'est ça, ces milliards-là, ben, ils serviraient là, évidemment à mieux financer nos services publics qui ont souffert depuis des décennies d'un sous-financement chronique qui nous amène à un point où est-ce qu'il y a beaucoup de choses qui fonctionnent pas de manière optimale, si on peut dire ça comme ça. Mais sais-tu, moi, aux États-Unis, ils ont failli l'essayer, cette histoire-là, d'imposer des nouveaux paliers d'imposition après la Grande Dépression. C'était pas une idée de faire ça, mais finalement que c'est pas réalisé? Écoute, c'est possible. Je sais que au 20e siècle, là, l'imposition était très, très élevée. Là, aux États-Unis, puis même au Canada, je pense que ceux qui faisaient en haut de, on va dire un chiffre un peu au hasard, j'ai pas les chiffres devant moi, mais mettons ceux qui faisaient plus que 500 000 ou plus qu'1 million dans une année, c'était comme 90% là, qui pouvaient être imposés là, en termes. Tu sais, c'était des seuils très, très élevés, alors que maintenant, on n'est pas du tout là. On est vraiment ailleurs. Fait qu'il y a toujours, tu sais, c'était la situation avant, puis on pourrait revenir à quelque chose qui ressemble davantage à ça. Mais je pourrais pas me dire exactement sur le pourquoi aux États-Unis ça allait arrêter, mais tu sais, c'est le cycle des politiques néolibérales où de plus en plus on a laissé de la place au privé. On a voulu baisser les impôts pour qu'il y ait plus d'argent, plus de facilité pour les entreprises de faire des affaires en se disant que c'est grâce à elles qu'on réussirait à avoir une meilleure économie puis que tout le monde serait gagnant, mais on se rend compte qu'il y a une petite partie qui a été gagnante de la population puis le reste n'a pas vraiment été gagnante. T'sais. Mais là, c'est ça, tu parlais juste avant des services publics qui se dégradent, mais tu sais que pour moi, là, je suis venue ici au studio d'enregistrement, j'ai utilisé les routes, tu sais, tout avait l'air de bien fonctionner, tu sais, c'était pas la catastrophe à l'extérieur ou ça l'est pas dans mon quotidien. Fait que où est-ce qu'elle se retrouve, cette dégradation-là des services publics? Bien, c'est sûr qu'on peut parler les deux éléphants dans la pièce, là, si on peut dire, mais qui concernent peut-être un peu moins les membres du SFPQ. C'est au niveau de l'éducation, au niveau de la santé. T'sais, on le sait que nos classes, nos écoles sont en décrépitude, qu'on manque de professeurs. On le sait, tous les problèmes qui sont apparus, même avant la crise sanitaire, mais depuis la crise sanitaire, il y a des problèmes dans le système de santé qui sont accentués. Mais mettons qu'on va là, au niveau des ministères et des organismes, là, pensons au palais de justice, où est-ce que les causes sont pas entendues suffisamment rapidement. Oublie-moi pas. Ben non, exactement. On n'oubliera certainement pas la justice. Il y a ça qui est problématique. On le sait aussi qu'au niveau de différents programmes sociaux, est-ce que l'administration est aussi efficace qu'elle l'était avant? Est-ce que les gens sont capables d'être accompagnés par les travailleurs, les travailleuses de l'État comme ils l'étaient avant? Non, pas tellement. On le sait qu'aussi au niveau des inspections, on a des difficultés à faire appliquer les lois. Tu sais, c'est cool de faire voter des nouvelles lois. Il faut qu'on applique les lois, mais si on ne se donne pas les moyens de les appliquer parce qu'on n'a pas les ressources pour le faire, à quoi elles servent, ces lois-là?
Mais PA, est-ce que tu penses que c'est parce que peut-être on attribue mal certains budgets? Est-ce que c'est parce est-ce qu'on en a suffisamment des sous, mais ils sont peut-être pas mis aux bons endroits, ou vraiment on est dans un sous-financement chronique là, des services publics? On est dans ce qu'on peut appeler un sous-financement chronique des services publics, parce que ce qu'on constate depuis longtemps, puis moi depuis aussi longtemps que je suis l'économie puis que je m'intéresse au budget puis aux finances publiques, c'est que les croissances des dépenses année après année, ils sont pas suffisantes pour combler les coûts de système normaux, juste pour assurer là, un niveau de service égal, dans le sens où l'âge de la population augmente, la taille de la population augmente, il y a de l'inflation, il y a toutes sortes de choses. Donc, on n'est même pas capable d'avoir l'argent puis de l'injecter pour de juste garder ça constant. C'est pas une histoire que les fonctionnaires travaillent pas assez fort ou on manque d'efficacité. Au contraire, ça, c'est un mythe que l'entreprise privée est plus efficace que le public. Là, il y a eu plein d'études là, pour démontrer le contraire. Fait que non, il manque carrément d'argent. Mais qu'est-ce qui ne manque pas, par contre, au Québec puis au Canada, c'est les ressources de base, c'est-à-dire les humains, les travailleurs, les travailleuses. On est dans une pénurie, mais mettons qu'on pensait à réorganiser autrement en fonction des besoins réels, là, pas à cause qu'il y a de l'argent à faire dans tel secteur parce que c'est payant puis que c'est une course au profit. On serait capable de combler ces besoins-là. T'sais. Justement, c'est qui? En fait, j'imagine savoir qui, là, mais qui vient par la suite nous dire nos besoins réels, c'est quoi? J'imagine que c'est la personne en haut du gouvernement qui vient dire on va mettre nos efforts sur... j'ai pas d'image en tête qui vient, là, mais mettre sur quelque chose qui n'est pas essentiel. Ben, c'est là qu'on, dans le paradigme actuel, dans l'état actuel de l'économie, de penser à planifier où est-ce que les gens devraient être puis où est-ce qu'on devrait mettre nos ressources, c'est pas quelque chose de très populaire, parce que là, pour l'instant, qu'est-ce qui détermine où est-ce que les ressources vont aller? C'est vraiment puis quand on parle vraiment de l'économie plus privée, ben c'est où est-ce qu'il y a le plus de profit à faire. Les ressources vont se diriger, l'argent, les gens vont aller normalement dans les secteurs qui sont les plus payants, puis là, à un moment donné, quand tout le monde est rendu là, ben il y a peut-être d'autres secteurs qui deviennent plus payants, plus de recherche de profit. Si on voulait aller maintenant sur la base de qu'est-ce qui sont des vrais besoins à combler, ben là, c'est la démocratie qui devrait être impliquée. Donc, quand on parle de c'est-tu le gouvernement, ben oui, ultimement, maintenant, ça serait le gouvernement, mais il pourrait avoir des grandes assemblées citoyennes pour déterminer qu'est-ce qu'on juge démocratiquement, qui est comme le minimum requis pour survivre, qui pourrait devenir un genre de revenu minimum garanti. Puis après ça, le reste, ça serait par-dessus. Mais une fois qu'on a identifié ces besoins-là, mais c'est sûr qu'il faut y répondre. Fait qu'il faut s'organiser pour que les gens aient travaillé au bon endroit, là. Puis c'est là que les services publics, qui sont quand même plus démocratique que de l'entreprise privée, parce que, bon, on vote pour nos élus et tout, mais c'est là, eux autres, on opère en dehors de la logique du profit dans les services publics. Tu sais, notre but, c'est de répondre aux besoins qui ont été identifiés par le ministre, par les employés du ministère ou de l'organisme en question, mais quand même, c'est pas pour faire du cash, finalement, qu'on offre des services publics, c'est pour répondre, c'est pour assurer un genre de bien-être social là, à tout le monde. Absolument. Puis plus je t'entends parler, plus moi je vois des liens avec la justice climatique aussi. Tu sais, je me dis, si on avait plus de moyens financiers, mais aussi de ressources, tu sais, si les gens payaient leur juste part, pour revenir à tout à l'heure qu'on disait que certains faisaient de l'évitement fiscal, mais ces sous-là, en plus, on pourrait réellement s'attaquer à la crise climatique. Absolument. C'est un des... Ça fait longtemps qu'on argumente que il devrait avoir plus d'argent qui revient dans les poches des travailleurs, dans les poches de la classe moyenne. Puis c'était vraiment parce qu'on disait, mais est-ce que c'est vraiment juste que les profits soient séparés de cette manière-là, que ce soit les propriétaires qui gardent tout, puis que les travailleurs reçoivent un peu des pinottes. Mais là, maintenant, il y a comme une nouvelle raison là, depuis quelques décennies, mais là, ça s'est accéléré beaucoup depuis au 21e siècle. C'est qu'on a besoin d'argent pour la survie de l'humanité, là, carrément, là, la survie du vivant. Donc oui, plus de justice fiscale entraînerait aussi plus de justice climatique par la bande. Absolument.
Oui, puis je me dis que c'est peut-être aussi... Ça dépend de la volonté politique, right? Dans le sens que on peut avoir plus de sous, mais si nous, notre orientation politique, elle n'est pas dirigée vers les changements climatiques, ben à ce moment-là, c'est peine perdue. Il faut avoir des gens qui ont l'environnement dans leurs valeurs. Là. C'est sûr qu'encore là, il faut avoir ça dans nos valeurs. C'est sûr que ça vient de l'orientation politique. Fait que c'est pour ça aussi qu'au SFPQ, puis dans la société civile, le mouvement environnemental, on pousse fort sur ces enjeux-là parce que si personne le défend, si on fait pas cette politique-là, finalement, qui n'est pas de la politique partisane, là, c'est pas d'un parti plus qu'un autre, mais c'est quand même de pousser des enjeux qui ont une valeur politique, ben on sera pas capable d'y arriver. Fait qu'il faut qu'on commence par se parler, par discuter, par faire des podcasts comme celui-ci, finalement. Et puis, le SFPQ, lui, en tant que tel, il fait quoi dans... J'imagine qu'il y a des travaux en cours, puis des travaux qui sont à venir en lien avec tout ça. Là. Est-ce que... qu'est-ce que le syndicat fait, lui, par contre? Au SFPQ, très au niveau organisationnel, c'est sûr qu'on fait des choses. On a produit tout un plan de relance du Québec après la pandémie qui proposait une espèce de cartographie sur comment faire une transition écologique et juste pour les travailleurs, les travailleuses. Donc, on a produit beaucoup de matériel là, à cet effet-là avec beaucoup de propositions qui sont concrètes. On a travaillé, là, on a des gens à la recherche qui ont travaillé avec une grosse partie de la société civile là, dans un grand colloque où est-ce qu'on a mis en place aussi avec d'autres partenaires comme l'IRIS, un institut de recherche là, de progressistes sur comment justement aussi éviter l'austérité dont on pourra peut-être parler un peu plus tard, aller dans le sens d'une relance qui n'est pas une relance classique là, où est-ce qu'on va mettre de l'argent dans le béton tout le temps, mais peut-être une relance qui est plus justement axée vers une transition écologique. D'ailleurs, le Québec pourrait pas devenir justement un exemple peut-être de transition écologique. Je sais pas pour toi, mais moi, j'ai l'impression qu'on a quasiment tout pour réussir au Québec. On a des professionnels, des experts hyper motivés, mobilisés aussi, qui s'intéressent à la transition. On a un peuple qui s'y intéresse. On le voit à chaque année, le 22 avril, quand c'est le jour de la Terre. On a des milliers de personnes dans la rue qui marchent pour ça. Je sens que la population, elle est prête aussi. Donc, est-ce qu'on pourrait être un modèle de transition écologique? On a la vaste majorité des leviers, à mon avis, au Québec pour devenir ce modèle-là. Tu sais, au Québec, on a l'hydroélectricité, on a un réseau coopératif. Hein, tu sais, il n'y a pas juste des jardins, mais même au niveau des mutuelles d'assurance, mais aussi au niveau coopératif des entreprises coopératives, on en a. Là, on est un modèle là, dans le monde par rapport à ça. Puis on est très, très fort sur le niveau communautaire. Donc, on a déjà beaucoup d'entreprises, de groupes qui opèrent pas dans cette logique-là de profit nécessairement, puis sur lequel la population a un impact, puis peut orienter l'action. Donc, on a déjà une espèce de structure plus démocratique qu'ailleurs pour être capable d'y parvenir. Puis aussi, si on a l'impulsion gouvernementale, là, vraiment au sens de l'Assemblée nationale et tout, mais on a des lois très, très importantes à influencer au Québec, comme la loi sur la qualité de l'environnement. On a aussi là, l'opportunité de mettre en place des nouvelles politiques industrielles, pour savoir comment est-ce que les industries, c'est quoi les industries d'avenir, c'est quoi les entreprises d'avenir, dans quel secteur est-ce que nos bras financiers comme la Caisse de dépôt puis Investissement Québec vont mettre leurs billes pour le futur. On a énormément de pouvoirs publics qui sont capables d'influencer, ou en tout cas, puis pas juste public, mais aussi démocratique dans la société civile pour influencer positivement ça. Après ça, c'est sûr qu'on est une province puis que le fédéral a encore un poids là-dedans, sauf que pour l'instant, en tout cas, on a un gouvernement qui est plus collaboratif que moi puis qui nous donnerait quand même les coups des franges si on décidait de prendre un grand virage là, encore plus vert là, au Québec. Mais encore là, c'est une question de politique aussi. Là. Si j'ose croire que si quelqu'un a un ami qui ça va... Puis là, je pense juste à Robin me sortirait le 1%. Là. Il y a quelqu'un du... Là, toi, tu as dit tantôt, c'est moins que le 1%, mais qui dit que non, ça marche pas pour moi. Faut pas que le gouvernement accepte ça. Je pense qu'il y a cette
il pourrait avoir du moins cette problématique-là où le gouvernement dit « Non, moi, ça va me faire mal paraître auprès de mes amis. » J'imagine qu'il y a un détachement aussi là, qui doit être fait de la part du gouvernement, là, du moins. Là. Il y a plein de bonnes choses dans ce que tu dis, Alex. Là. C'est vrai que c'est politique. Puis c'est vrai aussi que le pouvoir, ton poids économique comme individu, comme personne qui détient des entreprises ou pas, il est différent, puis tu n'as pas la même influence. Il y a quelque chose, on a une démocratie qui est politique, dans le sens où tout le monde a le droit de voter. Vous et moi, on a un vote à tous les paliers auxquels on a le droit de voter. Mais si on va parler de démocratie économique, là, de notre fameux pouvoir d'achat qui est comme un vote, là, finalement, mais là, il y a des inégalités immenses là, dans cette espèce d'absence de démocratie économique-là. Donc oui, il faut que les gouvernements, faut qu'on passe des lois, faut qu'on fasse des réformes majeures des institutions pour ramener davantage de démocratie économique. Parce que sans ça, c'est vrai que c'est les intérêts les plus forts qui vont l'emporter, puis au détriment de la majorité, souvent. Je veux faire un lien tantôt avec quand tu parlais de la transition écologique puis des moyens, des leviers et des freins pour y arriver. Je pense qu'au Québec, on fonctionne beaucoup avec la carotte et le bâton. Donc, pour engendrer des changements profonds, pour améliorer, par exemple, l'environnement, je pense qu'on est fort sur la carotte. Donc, on va donner beaucoup d'aide financière. Moi, dans mon emploi à la fonction publique, c'est ce qu'on fait. On donne beaucoup d'aide financière pour les entreprises qui veulent se verdir. Je pense qu'on est fort là-dessus au Québec. Il y a de l'aide financière qui vient de partout. Mais après ça, j'ai l'impression on est réticent à utiliser le bâton. Tu sais, la carotte, elle fonctionne bien. C'est beaucoup plus sexy d'utiliser la carotte. Dire, hey, venez ici, on a de l'argent pour que vous changez vos pratiques environnementales. Mais là, quand vient le temps de mettre des réglementations, les faire appliquer avec des inspecteurs de l'État, par exemple, là, j'ai l'impression que c'est plus complexe à mettre en place puis qu'on saisit peut-être pas cette opportunité-là. Ça va être une opinion très, très personnelle. Là. J'ai pas de chiffres, j'ai pas de données pour supporter ça, mais c'est vrai que c'est plus facile de changer les comportements généralement quand c'est une carotte qui est au bout, qui est alléchante. T'sais, on aime mieux, c'est normal là, qu'on aime mieux que les gens le fassent volontairement plutôt que de les contraindre à faire quelque chose. Après ça, c'est sûr qu'une fois qu'on a mis en place les alternatives, les carottes, il faut qu'on soit capable d'utiliser des punitions puis qu'on applique les lois, comme tu dis. Puis c'est vrai qu'au Québec, tu sais, là, je veux dire, peut-être qu'on va sauter du coq à l'âne, mais si on regarde Airbnb, puis des gens là, qu'on sait là, qui dérogent là, comme quasiment systématiquement, puis pas Airbnb nécessairement juste Airbnb comme compagnie, mais les individus qui font de la location via Airbnb, il y en a plein là, qui contreviennent sciemment à la loi, puis on se renvoie la balle. C'est-tu la ville? C'est-tu le gouvernement? Tu sais, fait que oui, à quelque part, c'est vrai qu'on n'a pas les moyens que les bottines suivent les babines parce qu'on n'a pas les ressources pour faire appliquer ces lois-là et ces règlements-là. Aussi, on voulait te parler un peu du filet social. On l'entend souvent parler. Honnêtement, je pense que j'aurais besoin d'une bonne définition de qu'est-ce que ça veut dire concrètement, le filet social puis son rôle. Une bonne définition de filet social, tu sais, le filet social, c'est une expression qui est couramment utilisée, surtout un peu partout, mais au Québec, on en entend souvent parler parce qu'on aurait un meilleur filet social qu'ailleurs. Oui. Quand on parle de filet social, on parle de tout programme qui nous permet de pas tomber finalement très, très creux quand on a des problèmes dans la vie ou quand on a des besoins. C'est sûr que le filet social un peu... le premier qu'on a, là, le plus de base, c'est notre programme d'assistance sociale où est-ce que des gens là, qui sont vraiment sans revenus, sans le sou, sans soutien, sont capables là, d'obtenir une certaine prestation qui est faible, là, qui est très, très faible, mais pour subvenir à une partie de leurs besoins de base. Après ça, si on pense au réseau des garderies, les CPE, c'en est du filet social, ça, pour permettre aux femmes de retourner sur le marché du travail. Puis là, je dis aux femmes parce qu'on le sait que c'est malheureusement souvent les
femmes qui vont être prognées avec le fardeau de garder les enfants s'il y a quelqu'un qui a à choisir là, dans le couple là, pour rester à la maison. Mais ça en est à quelque part un filet social qui permet aux femmes de participer activement au marché du travail, puis finalement d'avoir des revenus, puis de l'indépendance économique là, à quelque part. On a toutes sortes de programmes. On a les allocations famille au Québec aussi. Donc, tout programme qui vient, on a le crédit d'impôt pour solidarité. On a toutes sortes de mesures qui viennent nous aider finalement à retomber sur nos pattes quand on en a besoin. Puis, ben, même chose avec un système de santé publique, un système d'éducation qui est normalement censé être gratuit. Ben, ça en est d'autres aussi mesures là, finalement de filet social. Puis le filet social, finalement, c'est un peu nous, les employés de l'État, qui sont derrière ça, là. Donc, c'est nos travailleurs-travailleuses qui sont sur le terrain puis qui agissent, justement. Tantôt, t'as parlé des prestations qu'on va offrir. Tout ça, c'est les fonctionnaires qui sont derrière ça. Donc, c'est un peu nous qui tenons peut-être ce filet social-là. Donc, nous, tant qu'on le voit tous les jours, c'est quelque chose qui est très important pour nous. Mais là, j'ai l'impression qu'on est peut-être en train d'en échapper certains bouts avec ce qu'on remarque comme étant une montée de la droite radicale. Est-ce que c'est quelque chose que tu observes aussi? Ben, c'est sûr que c'est des inquiétudes qu'on partage. Puis quand tu dis que le filet social, c'est des membres du SFPQ qui le tiennent à bout de bras, c'est 100% vrai, là. C'est ça qu'on fait au SFPQ, c'est notre marque de commerce. Tu sais, c'est là qu'on est. On a énormément de personnes qui travaillent au ministère de la Solidarité sociale pour aider finalement toutes sortes de personnes à faire leur chemin parmi les programmes. Mais on le sait que ça fait des années puis des années qu'on en demande toujours davantage à ces personnes-là, à ces agents d'aide socio-économique-là, qui réussissent pas à faire le travail aussi bien qu'ils voudraient le faire, qui réussissent pas à avoir assez de temps avec chaque personne pour les accompagner comme elles devraient être accompagnées, ou est-ce qu'on leur met des bâtons dans les roues? Tu sais, la logique, là, actuellement, de ce qu'on sait, c'est pas on essaye d'en donner le maximum aux personnes en fonction des programmes disponibles, c'est pas mal plus une logique contraire, c'est s'ils n'ont pas l'information nécessairement, qu'ils ont droit à plus, ben, il va pas leur donner volontairement parce qu'on voudrait pas vraiment qu'elles demandent. Tu sais, on n'est pas dans on est loin d'une logique là, très accompagnatrice, puis où est-ce qu'il y a de bienveillance. C'est dommage, là. Mais puis je dis pas que nos agents d'aide socio-économique sont pas bienveillants, c'est des personnes très, très bienveillantes, mais c'est le contexte dans lequel ils et elles œuvrent qui est vraiment différent de, justement, il y a plusieurs décennies où est-ce que là, du temps, il y en avait davantage. Mais quand ça fait des années et des années que tu sous-finances puis que tu essayes de tordre la guenille un peu plus pour aller chercher chaque goutte d'eau qui reste encore. Avec la pénurie de main-d'œuvre. Avec la pénurie de main-d'œuvre, etc. Ben, c'est sûr qu'on se ramasse à ne pas régler la question, à ne pas faire le travail aussi bien qu'on pourrait le faire. Maintenant, la question, c'est à propos de la droite radicale. Okay? Qu'est-ce qu'on pourrait classifier de droite radicale? On pourrait en discuter quand même un moment, mais admettons qu'on pourrait s'entendre pour dire que le Parti conservateur du Québec, mené par Éric Duhaime, qui n'a plus nécessairement besoin de présentation, c'est un parti politique qui a gagné énormément en influence et qui a grugé des votes à une coalition Avenir Québec qui est plutôt de centre-droit. Là, on ne commencera pas à dire que la CAQ, c'est nécessairement la droite radicale, mais reste que ça... C'est sûr que quand tu vois des électeurs partir plus à droite, ben tu as peut-être le goût, toi aussi, de commencer à faire des mesures un petit peu plus à droite pour rapatrier une partie de cet électorat-là que tu es en train de perdre. Fait que oui, quand je regarde la CAQ qui met des projets de mini-hôpitaux privés sur place, quand on regarde une décentralisation aussi là, au niveau de la santé, tu sais, quand on dit on va aller chercher des top guns du privé pour gérer ça, le système de santé, tu sais, c'est pas des choses que je trouve nécessairement rassurantes pour le filet social. Là, c'est comme, OK, est-ce que ça va être une logique de privé? Est-ce que ça va être le nombre d'interventions plutôt que la qualité qui va primer? Qu'est-ce qui va se passer? C'est quand même inquiétant, là, effectivement. Mais rassure-moi peut-être, est-ce que le privé existe et prend autant de place à cause justement que le public répond pas à certains services? Tu sais, pourquoi est-ce que le privé prend autant de place, là? Est-ce que c'est parce que, justement, nous, au public, on se fait presser le citron, on a moins d'effectifs ou moins de temps? Comme tu l'expliquais, on a moins de temps à passer avec nos utilisateurs. Donc là, le privé vient chercher cette place-là qui existe, tu sais, puis est-ce que ça va...
je sais que tu ne vois pas dans l'avenir, mais est-ce que c'est quelque chose qui va se voir davantage dans le paysage politique au Québec? Certainement qu'on manque de ressources au public pour faire l'ensemble de qu'est-ce que la population voudrait que le public fasse. T'sais? Puis c'est sûr aussi qu'on en voudrait un petit peu tout le temps plus. Donc, est-ce que le privé vient prendre une place qui lui est due ou un vide à combler? Mais il y a deux éléments là-dedans. Il y a une place qu'on peut leur faire volontairement, tu sais, parce qu'il existe le préjugé favorable envers l'entreprise privée qui serait plus efficace pour utiliser ses ressources que le public. Fait que la CAQ est dans cette idéologie-là. Donc, ils veulent... donc, ça leur fait plaisir de faire de la place. Il y a aussi, par contre, le fait que si on n'est pas capable d'attirer les travailleurs, les travailleuses, parce que les conditions de travail sont pas intéressantes, mais là, c'est sûr que, c'est plus facile de faire du recours à la sous-traitance et tout, tu sais, puis on le voit au ministère des Transports, la sous-traitance explose depuis des années, plusieurs années, parce que, aussi, autant, il y a idéologiquement, le ministère des Transports veut que certains jobs soient faits juste par le privé parce qu'ils trouvent que c'est plus leur job à eux, mais aussi, ils sont pas capables d'embaucher suffisamment, fait qu'il y a des jobs de réfection, de toutes sortes de choses qui auraient pu puis qui auraient dû être faites au public, mais qui le sont pas. Je m'excuse, là, je te coupe, là, mais j'ai de la difficulté à comprendre comment on peut dire qu'une entreprise privée peut être plus efficace que le gouvernement, en fait, là. Que les ministères et organismes dont on fait juste ça. J'ai de la difficulté à comprendre. T'sais, le privé, en partant, le gouvernement paye plus cher une entreprise, avoir les services d'une entreprise, alors qu'on peut avoir les mêmes services à l'interne, qui, tant qu'à moi, pourraient être meilleurs parce que la personne en tant que telle à vie là, je sais pas si... Mais je comprends 100% où est-ce que tu vas en venir, Alex, puis c'est une question qui m'embête moi aussi finalement, parce que, puis là on va essayer juste de se mettre dans la tête de ceux qui pensent que le privé est vraiment plus efficace, parce que sur le fond, là, t'as raison, là, je regarde un service que je pourrais offrir au public ou est-ce que j'ai pas de profit à faire, puis un service égal que je devrais faire au privé, mais qui, eux, doit se faire une cote, finalement, pour que ça continue à être intéressant. Si les ressources sont utilisées exactement de la même manière, ben c'est sûr que, normalement, ça me coûterait moins cher au public parce que j'ai pas un markup à payer sur le service. Il y a pas personne qui va se mettre d'argent de plus dans les poches. Ceci dit, la logique du pourquoi le privé deviendrait plus efficace à ce moment-là, c'est précisément parce qu'on n'aurait pas le même incitatif à faire ça. C'est-à-dire, au public, le gestionnaire, il y aurait, ou le sous-ministre, ou en tout cas l'appareil public n'aurait pas intérêt à maximiser puis aller utiliser au plus possible chaque ressource parce qu'il n'y a pas un profit résiduel qui vont se garder à eux. Ils n'ont pas une espèce d'incitatif personnel finalement à être encore plus efficace puis à être encore mieux. Alors que le privé, lui, aurait cet incitatif-là parce que vu qu'il veut faire le plus de profit possible, ben son but, c'est d'utiliser ses ressources au meilleur de ses capacités pour être capable de dégager la marge de profit la plus importante possible. Fait que c'est là où est-ce que on dit qu'ils sont meilleurs, mais après ça, quand on regarde, à part au niveau de la théorie, mais qu'on peut aller regarder au niveau des données qu'on peut avoir dans différents enjeux, ben c'est pas exactement vrai. Puis c'est pas vrai non plus que c'est les investissements privés qui sont le plus payants pour une économie ou pour un gouvernement non plus. Tu sais, des investissements publics aussi, même si ça vient de la poche du gouvernement puis qui fait une dépense, mais souvent les investissements publics vont rapporter encore davantage au trésor que si j'ai fait le même exercice pour attirer des investissements privés. Donc c'est ça. Je comprends d'où est-ce que ça vient, mais voilà un peu la logique qui explique pourquoi est-ce que ce préjugé-là existe. Puis aussi, à la CAQ, on a des députés, des ministres qui viennent de l'entreprise privée, puis ont quand même un souhait de diriger la fonction publique de la même manière qu'on dirige une entreprise privée, accroître la productivité, être tourné vers les résultats plutôt que la façon de s'y rendre. Puis je voulais justement t'entendre là-dessus. Est-ce que tu vois ça d'un bon œil, de gérer la fonction publique comme l'entreprise privée?
Ben non, tu sais, parce que les objectifs sont totalement différents. Tu sais, l'entreprise privée, elle veut faire les meilleurs résultats possibles normalement pour ses propriétaires, pour ses actionnaires, tu sais, alors que le but du gouvernement, c'est d'en donner le plus possible à tout le monde, tu sais, c'est de maximiser le bien-être de la population en général. Puis elle n'a pas les mêmes impératifs budgétaires non plus, tu sais. On gère pas un État comme on gère un budget familial, dans le sens où j'en ai, moi, des moyens comme État. Là, c'est pas grave si mes revenus égalent pas nécessairement mes dépenses. Tu sais, tout dépend de plein d'autres facteurs, de si je dépasse, dans le fond, si mes revenus sont moins élevés que mes dépenses, ben comment est-ce que je comble cet écart-là? Puis l'argent que j'utilise pour ça, est-ce qu'elle va avoir des retombées positives dans le futur? Tu sais, c'est correct, des fois, de faire des déficits pour avoir plus d'argent à mettre dans quelque chose qui va être payant plus tard. Tu sais, c'est ça, un investissement. C'est pas parce que ça sort des poches de l'État que c'est pas quelque chose qui va être payant à long terme. Donc c'est ça. Est-ce que justement, cette mentalité-là de vouloir, on va dire, gérer le gouvernement, gérer l'État de manière dans une entreprise privée peut venir, on va dire, j'aime pas vraiment utiliser ça, mais justifier le fait que dans certains ministères, la pénurie ou les problématiques sont plus grandes que d'autres parce que des ministères qui pourraient rapporter, ou organismes, qui pourraient rapporter un peu plus d'argent dans les coffres du gouvernement? Ben, je vais essayer de répondre là, comme je pense que j'ai compris ta question là. Y a-tu des employés qui devraient être mieux payés finalement parce qu'ils sont plus rentables? C'est ça ta question? Non, en fait, ce que je veux dire, c'est est-ce qu'il y a des ministères organismes qui obtiennent plus les ressources du gouvernement parce que il y a justement il y a des ministères ou organismes que ces ministères-là, en fait, rapportent plus. OK, je comprends. Oui. Je ne pense pas qu'on oriente de cette manière-là tant que ça. Je pense que qu'est-ce qui arrive 20 plus d'avantages, c'est pas qu'on va favoriser une partie du secteur public plutôt qu'une autre partie parce qu'elle rapporte plus, là, puis peut-être qu'on devrait nationaliser peut-être plus de secteurs et tout, là, mais là n'est pas la question. Je pense qu'on est plus dans une dynamique de quand on a des politiciens qui ont été gestionnaires dans le privé beaucoup, c'est qu'on le préjugé face au privé, il est très présent. Fait que c'est pas un bout du public qu'on va vouloir favoriser, c'est le privé qu'on va vouloir peut-être mettre davantage à contribution. Tu sais. Fait que c'est plutôt là que le cœur du problème là, se situe à mon avis. Puis ce qui va provoquer ce qu'on appelle le cycle de l'austérité, puis là, on pourra encore là, je ne sais pas si on va avoir le temps de parler d'austérité, mais il y a un classique avec les gouvernements de droite, c'est qu'on va arriver, puis on va dire, là, j'ai un trou dans mon budget, ou là j'arriverai pas bientôt, donc il va falloir que je diminue dans mes services publics l'offre que j'ai. Là, si je diminue mes services publics, puis là, j'essaie, c'est ça, je vais couper dans mes services publics, je vais avoir des coupes budgétaires, je vais réduire mes services, puis je vais me retrouver avec des surplus, puis là, quand j'ai des surplus, ben au lieu de réinvestir ça dans le public, ben là, je vais faire des baisses d'impôts, puis là, les baisses d'impôts vont me créer un nouveau trou, là, ce nouveau trou-là, ben je vais faire des coupes, fait que là, c'est comme un service. Oui, exactement, puis quand on réduit donc les services publics, ben c'est comme on disait tantôt, tu sais, il y a un espace volontaire ou pas qui s'est créé, puis c'est là, tu sais, la nature a horreur du vide, fait que c'est sûr que l'entreprise privée va s'essayer à rentrer dans ce trou-là s'il y a de l'argent à faire. Si c'est puis les services publics sont vraiment pas toujours dans des secteurs où il y a de l'argent à faire, puis c'est pas parce qu'il y a pas d'argent à faire que c'est pas socialement utile ou socialement essentiel, mais c'est vrai qu'il y a des secteurs où est-ce que l'entreprise privée n'aura pas intérêt nécessairement à aller. Puis c'est souvent ces secteurs-là, effectivement, qui vont être sous-financés. Fait que la question que tantôt tu me posais, Alex, c'est est-ce qu'on va prioriser les secteurs publics qui font de l'argent? On va prioriser les secteurs qui font de l'argent tout court, puis qu'est-ce qui ramène pas d'argent? On va faire le strict minimum, mettons, même si ça profite à vraiment beaucoup de gens. En terminant, PA, est-ce qu'il y a un dossier dans l'actualité qu'on devrait suivre peut-être dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois qui concerne justement nos services publics auxquels on devrait prêter une attention particulière?
Je veux dire, à moins que tu aies quelque chose de très, très précis en tête, là, puis tu me le diras, là, mais je crois que, puis là, on est au SFPQ, on est en période de négociation, hein, donc c'est clair que le dossier des négociations, ça va avoir un impact très, très important sur les services publics, dans le sens où, pour beaucoup de gens dans nos rangs, c'est un peu une négo qu'on dit de la dernière chance, là, où est-ce que là, on commence à être tanné à beaucoup d'endroits d'être sous-payé comparativement justement au secteur privé, comparé au secteur fédéral, au fédéral, au municipal, aux universités, aux entreprises publiques comme Hydro, tu sais, c'est comme puis quand les gens sont écœurés puis qu'il y a des démissions ou qu'on a de la misère à recruter la main-d'œuvre ou que les gens ils partent plus tôt qu'ils seraient partis à la retraite, ben Caroline, oui, je mets à mal mes services publics. Fait que s'il y a un dossier politique important à suivre, c'est sûr que c'est celui-là. Puis en plus, il est intéressant, ça touche comme directement la poche de les poches de nos membres. Mais mettons qu'on voulait parler là, d'un élément qui est très, très représentatif de toute cette volonté-là de redonner, dans le fond, aux gens dans leur poche, mais surtout aux plus riches, mais en passant ça sous le couvert que les gens ont besoin de plus d'argent dans le contexte inflationniste, ben il faut penser à la baisse d'impôts que la CAQ vient d'accorder dans son dernier budget là, au mois de mars. Une baisse d'impôts là, où est-ce qu'on a baissé certains paliers là, d'imposition de 1%. Puis quand on regarde cette baisse d'impôts-là, ben on constate deux choses. Un, ce qui revient dans les poches des gens, c'est très, très peu. Il y en a plus dans les poches des gens qui sont plus riches. Fait que, mettons, exemple, si je fais 100 000 par année, ben c'est un 814 en moins que je vais payer en impôts cette année. Puis ça c'est 31 piastres par paye. Là. C'est 31 piastres aux 2 semaines. Si je prends une personne dont le revenu est autour de 40 000 piastres, ben là, c'est 210 dans toute ton année. Fait que ça veut dire 8,05 par paye. Là, c'est pas très significatif. C'est pas, tu sais, pour vous c'est et plus moi. Mon barème aussi, ça. Ouais. Ben, c'est ça. Puis, fait que là, on donne. Fait que là, c'est les plus riches qui sont le plus avantagés, mais ça change même pas grand-chose pour eux. Ils le verront probablement même pas passer ou à peu près pas sur leur chèque de paie. Mais en comparaison, collectivement, de quoi on se prive? C'est 1,7 milliard de dollars par année. Puis, c'est énorme. Puis, ce 1,7 milliard-là par année, il va augmenter en mesure que le salaire des gens va augmenter parce qu'on parle de 1% d'un salaire qui augmente. Mais juste pour se donner une idée, là, 1,7 milliard, là, c'est le budget total du ministère de la Justice. Fait que là, c'est beaucoup d'argent. Là. C'est ça, on se prive d'un gros montant qu'on aurait pu utiliser à meilleur escient. Exactement. On aurait pu, au lieu de le remettre dans les poches de gens qui s'en rendront presque pas compte, parce que les montants sont trop petits, mais on se prive collectivement de quelque chose qui aurait pu financer davantage nos services publics ou la transition écologique. Super intéressant. C'est tout le temps qu'on avait. Merci beaucoup, PA, d'avoir été là avec nous aujourd'hui. En tout cas, c'est beaucoup plus clair pour moi. La justice fiscale, plein de sujets économiques aussi, beaucoup plus intéressant que mes cours d'économie où on parlait de l'offre et la demande, où je pensais que c'était que ça. Merci beaucoup pour ton temps. Ben, ça m'a fait très plaisir. Merci d'être venu. Puis je crois qu'il va y avoir un épisode 3 à un moment donné. Là. Je pense que ça peut mériter développement sur certaines questions. Là. On est resté très, très en surface sur bien des choses. On aurait eu pour des heures probablement encore à parler. Fait que j'attends votre prochaine invitation avec impatience. Merci encore. Merci.